Ce dont on va vous parler cette semaine porte plusieurs noms. Fraude amoureuse, arnaque à l'amour, arnaque au sentiment. C'est essentiellement quand une personne tombe en amour sur Internet de quelqu'un qui se fait passer pour un beau monsieur ou une belle madame qui finit par demander de l'argent. T'es belle, t'es intelligente, je t'aime. Il en voit plus clair, là. Il voit plus ce qui se passe. Seulement que l'an dernier, 18 millions en fraude au Canada. Et ça, c'est seulement l'infime partie de ce qui est déclaré. Combien d'autres vivent dans la honte de s'être fait prendre? Qu'est-ce qui t'ont volé, à part l'argent? L'estime de moi-même. C'est une descente aux enfers, d'abord financière. Là, je vois qu'il y a une très bonne pension, il y a un bon salaire. Mais Colin, je me demande, mais comment tu fais pour pas arriver? Mais c'est bien pire qu'un crime économique. On va vous montrer de quoi les fraudeurs sont capables. Un lavage de cerveau carrément et une forme de violence. On s'est lancé sur la piste d'un réseau d'arnaqueurs qui aurait fait près de 50 victimes au Québec. Bonjour, Monsieur Kwasi. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Certains parents ont peur que leurs adolescents tombent sur de mauvaises fréquentations. Mais pour Sylvain Duguay, ce sont les amours de sa mère de 75 ans, Gisèle, qui ont bouleversé sa vie. À plusieurs reprises, ma nièce allait voir sa grand-mère, puis elle m'appelait, puis elle me disait Tonton, mamie, quelque chose qui va pas, elle me fait faire des transferts. Puis elle me dit c'est pas des petits montants, là, c'est plusieurs mille, 1000, 2000, 3000. Sylvain pose des questions à sa mère. Elle m'a dit j'aide un ami, faites-en pas, il va me rembourser. L'ami s'appelle Jean-Pierre Alain, un soi-disant Français de passage en Côte d'Ivoire, soi-disant amoureux de Gisèle. Elle l'a rencontré il y a 7 ans via la messagerie d'un jeu en ligne. Je savais tout de suite que c'était de la fraude, ça je le savais. Mais depuis combien de temps ça fonctionnait, c'est là que je voulais savoir. Puis je voulais savoir qu'est-ce qui avait déjà été passé en Côte d'Ivoire. C'était ça ma grosse inquiétude. L'arnaque à l'amour a commencé au Nigeria dans les années 2000. Elle s'est étendue aux pays voisins et a particulièrement pris racine ici, en Côte d'Ivoire. Des réseaux de fraudeurs qui font des victimes dans leur propre pays, mais aussi dans toute la francophonie. Jean-Luc a déjà été l'un de ces fraudeurs. Dans le jargon, on appelle ça le bruitage. Et lorsqu'on a un correspondant à qui on tend un piège, lui, on l'appelle le client. Quand on tombe dans leurs griffes, c'est très compliqué d'en sortir. Du sud de la France où il réside, Gérard a créé un site Internet où il recense les faux profils et recueille les témoignages des victimes. Il les comprend parce qu'il l'a vécu. C'est pas le genre de choses qu'on raconte facilement, parce que je vivais un divorce difficile, conflictuel. C'était il y a 10 ans. Gérard tombe sur l'un des milliers de faux profils qui gangrènent les réseaux sociaux et les sites de rencontres, sans se douter que derrière cette charmante femme se cache quelqu'un comme Jean-Luc, dans son ancienne vie de fraudeur. Je l'ai fait avec un profil d'une femme, où j'ai pris son nom, j'ai cherché aussi sa photo, que je mettais aussi sur ma page de garde. Et on tombe sur un super profil, avec une super blonde, qui dit exactement ce dont on a besoin. C'était le jeu de séduction. Il fallait lui envoyer un message, soit salut, il répond, comment tu vas? Je vais bien, ok. Ah, tu es beau, tu es charmant. Et lui, c'est à lui qui répond maintenant, mais oui, tu es mignonne, tu es belle. Et bon, la conversation continue comme ça. Le lendemain, même si on dit, bon, c'était une blague, le lendemain, on y retourne parce qu'on a déjà 3 ou 4 messages. Et c'est parti. On est pris dedans. Arrive ensuite la promesse de rencontre, un grand classique de l'arnaque à l'amour. On passe très rapidement, au bout de 4 à 6 semaines, à une demande de billets d'avion pour venir en France. L'autre grand classique, ce sont les faux documents. Faux passeports, faux documents judiciaires et bien sûr les faux billets d'avion, comme celui qu'a vu Gérard. Ce sont des scénaristes accomplis. Hein. Donc après, la belle prend l'avion. Étape suivante. Plus de nouvelles. Donc stress. Coup de téléphone.
Là, c'est la douane qui vous appelle et qui dit « Mais vous êtes bien l'ami de mademoiselle Untel ? Nous venons de l'arrêter, elle était en possession d'un objet en ivoire, c'est strictement interdit, donc elle part en prison. » Comme on le disait dans le jargon, c'était des formats. On cherchait à trouver des astuces, comment jouer avec les sentiments de ce client, en disant soit j'ai perdu un parent, j'ai un parent qui est victime soit d'une maladie grave, donc j'ai besoin d'argent. Et puis de la douane, on passe à la police, de la police, on passe au procès. Et à chaque fois, il faudrait envoyer de l'argent. Donc j'étais sous pression tout le temps. Ils maintiennent sous pression. Donc quand j'ai pris conscience de m'être fait avoir comme ça, c'était très dur. Très dur parce que c'est un amour déçu, même s'il n'a jamais existé. C'est de l'argent perdu. Et c'est une déconsidération personnelle cruelle. Parce qu'on se dit quand même, avec les études que j'ai faites, tu t'es fait piéger bêtement comme ça. C'est dur à avaler, quoi. La mère de Sylvain, Gisèle, a aussi été dupée par un faux profil. Ce qu'elle a vu sur une photo, c'est ce qu'elle croit. C'est comme ça dans sa tête à elle. Dans la vraie vie, cet homme s'appelle Stéphane et il habite en France. Elle s'appelait Marika, elle avait 30 ans, elle était de Russie. C'était la femme qui est inaccessible ici, quoi. Donc on se donne au jeu. Stéphane a lui-même été victime d'arnaque à l'amour. Il a raconté à la chaîne française M6 comment les fraudeurs ont volé ses photos et ses vidéos pour leurrer d'autres victimes comme Gisèle. Il est désormais un nouvel appât masculin, utilisé pour piéger des femmes célibataires. Gisèle donne accès à son ordinateur à son fils Sylvain et il a un choc. Là, j'ouvre Skype, puis c'est là que je vois des échanges qu'elle a avec les fraudeurs. Les premiers échanges ont été beaucoup... elle fait jaser énormément ma mère pour connaître ma mère. Il lui a demandé énormément de questions sur son entourage, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Il connaît ma mère là, comme sur la pointe de ses doigts. Là. Puis quand il a vu que c'était une femme qui venait de séparer, qui était seule, qui était vulnérable, il a vu qu'il y avait un bon appât. L'arnaqueur, il a une première tâche, c'est d'isoler sa victime. Il faut absolument qu'il l'isole. Donc pour l'isoler, s'il l'a rencontré sur un site de rencontre, il va lui dire voilà mon adresse WhatsApp ou autre réseau social, de manière à avoir une relation uniquement à deux. Il l'a isolé. Premièrement, il lui disait tout ce qui se passe entre moi et toi, c'est notre amour à nous deux, il faut que ça reste secret. Comment il charme? Il lui disait, je pense, des mots que peut-être que ma mère n'a jamais entendus d'un homme, probablement. Puis c'est peut-être ça qui venait la chercher, puis qu'elle aimait entendre. Genre, t'es belle, je t'aime, t'es mon amour. Textos et messages matin, midi, soir, une fois entrés dans leur cœur, les fraudeurs prennent lentement le contrôle de toute la vie de la victime. Ma mère a donné ses NIP de tout. Elle a donné son NIP de carte de caisse populaire, a donné son NIP de Facebook, a donné son NIP de tous ses comptes. Il y avait accès à tout. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Quand on est dans un état amoureux, surtout au début, c'est de la folie. On est dans un état second. Donc on est beaucoup plus malléable. Puis là, à un moment donné, elle me dit, tu sais Sylvain, toutes ces transactions-là que j'ai faites, je les ai reçues. J'ai passé des nuits à déchiffrer ça. Il y en avait des tonnes. Là. J'en revenais pas. Je me rends compte que c'est endetté. Fait que là, il y a des cartes de crédit qui sont passées là-dedans. Sur des cartes de crédit, sur des marges de crédit. Je me rends compte aussi qu'il y a une faillite qui a été faite. Après ça, je me rends compte qu'elle emprunte de l'argent à des gens, à son entourage. Ses sœurs, ça peut être des cousins, des cousines à elle, ça peut être des amis. J'ai utilisé des termes que jamais je vais réutiliser. J'ai dit, t'es folle. T'es carrément folle. De faire ce que tu fais là. T'as pas ta tête, là. Sylvain a additionné les montants. C'est un désastre.
70 000 ouais. Moi, ici, j'ai trouvé, officiellement avec des reçus, là, 50 000 $. Gisèle n'est pourtant pas riche. Ma mère, c'est une personne très travaillante. C'est une personne qui a travaillé dur. Elle a travaillé comme serveuse dans un restaurant, caissière. J'appelle la police de sa localité. Puis là, on me transfère à un agent de police socio-communautaire de sa localité, Châteauguay, Madame Nathalie Langevin, qui prend le dossier en charge. Nathalie Langevin est policière à Châteauguay. Comme aujourd'hui, elle se rend souvent rencontrer des victimes de fraude à l'amour dans sa municipalité pour leur expliquer ce qui se passe dans leur ordinateur. Mais c'est un problème épineux et compliqué. Les deux bras m'ont tombé, là, parce qu'on n'a pas de levier d'intervention, nous, comme policiers, puis il n'était pas question pour ces personnes-là de nécessairement porter plainte. Ils ne se voyaient pas nécessairement victimes de quelque chose. Ils étaient complètement pris sous l'emprise là, d'un réseau. T'as beau leur dire, leur montrer des témoignages, ils sont complètement pris dans le filet. Je lisais les textos, ce qui se disait entre eux, puis que je voyais qu'elle le considérait vraiment comme son amoureux, comme son homme, puis qu'elle était prêt à faire n'importe quoi pour lui. C'est là que j'ai dit, non, ça, cette cause-là, je vais faire quelque chose avec ça. Je peux pas la laisser dans cette détresse-là. Sylvain va se battre pour tenter de sauver sa mère Gisèle. Si vous pensez qu'il y a juste des gens peu informés ou pas très dégourdis qui se font avoir, vous allez avoir une surprise après la pause parce qu'on va vous parler de l'histoire de Christian, un enquêteur de la GRC qui s'est fait avoir avec des conséquences dramatiques. C'était pas un imbécile, puis il s'est fait avoir. On a le droit d'être humain. Pour bien des gens, ça peut paraître complètement absurde de donner de l'argent à un amoureux ou une amoureuse qu'on n'a jamais rencontré en personne. Mais quand on se plonge dans l'histoire des victimes, on s'aperçoit à quel point les fraudeurs ont réussi à atteindre ce qu'elles avaient de plus fragile en elles. André Bouchard repense à une escapade à la campagne avec son ami Christian Bonneville. On part avec mon Jeep, pas de porte, pas de top, puis on se promène, on a 16 ans, là. On tripe. C'était il y a 4 ans, mais André se souvient très bien de la détresse de son ami ce jour-là. En arrivant là-bas, Christian s'en va sur le bord de la clôture, puis il y a un cheval qui le regarde, qui s'en vient avec lui. Puis, écoute, il flatte, là, puis il pleure, là. Mais il pleure. Christian Bonneville, jeune soixantaine, venait de prendre sa retraite comme enquêteur à la GRC. Des amis en commun l'ont présenté à André pour qu'il l'aide. André est vétéran des Forces armées et fait du bénévolat auprès de ses frères et sœurs en uniforme qui ont besoin d'écoute. Regarde, demain matin, Christian, je vais être chez vous. On prend un journée ensemble. Ça prendra le temps que ça prendra. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Quand André se rend à la maison de Christian, il constate que son ami vit dans la pauvreté. Mais sa maison, c'était épouvantable, là. J'ai ouvert le frigidaire pour du lait, puis il y avait juste ça, du lait, puis du café, là. La première chose qu'il me présente après le café, c'est l'album de mariage de sa femme. Il était fier de son mariage, il était fier de sa femme. Il s'en est occupé pendant 4 ans. Christian Bonneville était très affecté par le décès récent de sa femme, mais André sent qu'il y a autre chose. Je voyais qu'il y avait un problème financier, là. Puis tu peux pas arriver avec le salaire que tu as là, là. Mais je ne savais pas, les paiements de tard sur la maison, les paiements de tard sur le pick-up. Qu'est-ce qu'il y a, là? Il y a un bon revenu, puis il n'arrive pas. C'est là qu'on vient à... Il me présente Olivia. Sur photo. Qui? Olivia. Elle vient de l'Europe, à 38 ans, elle est intéressée avec moi. J'ai investi de l'argent avec elle dans son salon de coiffeur. Regarde, elle m'envoie des certificats comme de quoi que
J'ai investi là-bas, puis tout avait l'air vrai, là. Olivia sur photo, à un moment donné, j'arrive, il est en Messenger avec. J'y demande comment tu l'as rencontré, cette femme-là. Ah, par un site de rencontre. André suggère à Christian de demander à ses anciens collègues policiers de vérifier le courriel de son amoureuse. Fallait vérifier, voir si c'est bon, ce courriel-là. Pendant ce temps, à Montréal, Sylvain Duguay lit les messages entre sa mère Gisèle et son fraudeur. Les mots doux ont fait place à la manipulation et aux menaces. Une violence très forte parce que c'est des menaces. Puis il lui dit souvent, si tu ne fais pas ce que je veux que tu fasses, je te laisse. Ça revient là, à répétition. Et là, on voit ma mère qui pleure. Non, 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 Jean-Pierre, ne me fais pas ça. Je t'aime, Jean-Pierre. Donc, moi, c'est une forme de violence. Oui. Une relation amoureuse, qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit dans le monde réel, c'est une relation amoureuse quand même. Il y a peu d'études sur l'arnaque amoureuse, mais Claudine Thibodeau, intervenante chez SOS Violence Conjugale, nous éclaire. Malheureusement, quand on parle de situations comme il est l'objet de votre reportage, on s'arrête au comportement de violence économique. On s'arrête au fait que la personne soutire de l'argent. Mais il n'y a pas que de la violence économique dans ces relations-là. Il y a beaucoup de violence psychologique, de manipulation, de violence émotionnelle, de s'organiser pour que l'autre personne se sente responsable, se sente obligée, ou même ait l'impression que c'est de sa faute que l'autre est mal pris, donc de devoir quelque chose. Donc, c'est très complexe comme situation et ça fait en sorte que... on ne devrait pas s'arrêter simplement à la question économique parce que ça fait en sorte qu'on ne comprend pas quand on regarde ça. C'est une incompréhension, oui, de voir un proche se laisser aller comme ça, se laisser violenter, se laisser diminuer, se laisser perdre là-dedans. Ça ressemble beaucoup à quelqu'un qui tombe dans la drogue ou dans l'alcool ou dans le jeu. Je te dirais que ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Et Gisèle va tomber très bas. On a retrouvé Gisèle dans un pratiquement coma diabétique, là, parce qu'elle avait cessé d'acheter ses médicaments. Elle avait cessé de s'alimenter convenablement. Elle avait plus les sous qui servaient principalement à sa survie. Je vous dirais que ce crime-là est, à mes yeux et à mon cœur, dans les plus crapuleux. Parce que les gens que j'ai vus être victimes de ces crimes-là étaient complètement anéantis, complètement détruits. À la même période, Christian Bonneville vit aussi une descente aux enfers. Il est au pied du mur. Il a tout donné à Olivia. Elle doit arriver le vendredi suivant. Le mardi, il m'appelle pour me dire « Tiga, t'as raison, je me suis fait avoir. » Christian finit par réaliser qu'il s'est fait frauder et qu'Olivia n'est qu'un mirage. Son monde s'écroule, là. Il est dehors, il est dans la rue, là. Il est dans la rue parce qu'il ne payait plus l'hypothèque de la maison. Puis le camion de déménagement était là le vendredi. André passe en mode solution et trouve une aide financière d'urgence pour son ami. Il viendra le chercher demain matin. Christian l'attendra. Parfait, petit gars, je vais t'accueillir demain matin, 7h30. J'arrive le matin, puis ça répond pas. Puis tout de suite, j'ai pensé, oh non. J'ai pas osé toucher à rien. Je suis descendu au village, il y avait une police, de la SQ. Viens-t'en avec moi. T'as un confrère de la GRC qui, je pense, ça va pas bien le matin. On est monté à la maison. Tu le vois-tu? Il dit oui. Il est accroché. Il avait laissé une lettre de suicide. Il avait dit, Tiga, tu t'étais là pour me sauver la vie. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Mais là, c'est trop. Ils sont venus me chercher là où ça fait mal, puis j'ai mal. Il y a des gens qui vont jouer là. Il y a des manipulateurs qui vont jouer là. Il y a des escrocs qui vont jouer là.
Mais en attendant, on perd des bonnes personnes avec le cœur grand comme le monde. Là. Christian n'est pas le seul que l'arnaque a tué. Nous épluchons les rapports du Bureau du coroner du Québec des 7 dernières années. Résultat, 6 suicides d'hommes âgés entre 18 et 63 ans au Québec. Dans plusieurs cas, le passage à l'acte est directement lié à des menaces. Les fraudeurs profitent de la confiance et de l'intimité qui se crée avec la victime pour capter des images sexuellement explicites et les faire chanter. Il paraîtrait que le décès est à 2 heures dans la nuit, avec l'autopsie. Là, j'ai demandé aux policiers, faites une enquête, là. Saisissez son ordinateur. La SQ a réussi à suivre les transferts de Christian jusqu'en Côte d'Ivoire, mais c'était impossible d'aller plus loin. La réalité, c'est que c'est une fraude internationale, puis les suspects sont pour la plupart du temps à l'étranger. C'est souvent des dossiers qui sont malheureusement, je dirais, fermés parce qu'il n'y a pas possibilité de procéder à d'arrestation. En matière de ressources, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Un haut gradé de la police ivoirienne nous a confié que le Canada demande très peu souvent de l'assistance pour résoudre des dossiers de fraude. 17 demandes seulement l'an passé. Mais Sylvain refuse de croire que ceux qui arnaquent sa mère ne sont qu'en Côte d'Ivoire. C'est drôle, des fois, les fraudeurs vont lui donner l'option d'aller faire une transaction ou d'aller acheter quelque chose, puis c'est eux, ils l'envoient directement à une adresse. C'est comme si c'est ce monde qui sont ici. L'intuition de Sylvain Duguay était bonne. On est en route pour Lévis parce qu'après la pause, on va se plonger dans une enquête de la Sûreté du Québec sur un présumé réseau de fraudeurs qui était basé ici dans la région de Québec et en Côte d'Ivoire. On a fouillé dans le portefeuille de l'individu. On a sorti 3 cartes de crédit au nom de ma mère dans le portefeuille. Pas 1, pas 2, 3 cartes de crédit. Au Palais de justice de Québec, on est allé chercher les documents sur une enquête de la SQ qui visait un présumé réseau d'arnaqueurs qui était actif ici dans la région de Québec jusqu'à l'an dernier. Tout a commencé avec 2 femmes de la région de la Naudière qui ont envoyé des dizaines de milliers de dollars par la poste à une adresse située juste derrière moi dans cet immeuble à Lévis. Mais bien avant le début de cette enquête policière, Sylvain Duguay menait son combat pour couper le robinet aux fraudeurs de sa mère. Un combat sur plusieurs fronts. J'ai passé 1 an dans un fauteuil, assis à faire des téléphones. Tu essaies de chercher pour trouver une manière que ça arrête, puis qu'il n'y ait plus de contact avec les fraudeurs, avec ma mère. Fait que tu essaies de te dépêcher, de faire des appels, trouver des solutions, trouver des gens qui peuvent t'aider, puis tu raccroches, puis sinon, ça marche pas avec ça, ça marche pas avec ça. D'abord, il s'attaque aux entreprises qui font des transferts d'argent. Les 2 principales qui ont été majeures dans le cas de ma mère, c'était la compagnie qui s'appelle Western Union et MoneyGram. J'ai essayé avec MoneyGram, ça n'a pas marché, rien du tout. Même si MoneyGram est un service offert dans tous les bureaux de Poste Canada, une société fédérale, pas moyen d'agir pour les proches. On me fait valoir que c'est vraiment ma mère qu'il faut qu'il fasse la plainte, puis que moi, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Poste Canada n'a pas daigné répondre à nos demandes d'explication. Western Union ont été beaucoup plus coopérants. Western Union, j'ai réussi à la mettre sur une liste noire. Elle ne peut plus faire de transactions avec Western Union. Il faut dire que Western Union a dû nettoyer les écuries. En 2017, aux États-Unis, un recours collectif intenté par des victimes de fraude a mis en lumière une vaste corruption dans ses services financiers en Afrique. L'entreprise a dû rembourser près de 600 millions de dollars aux victimes. Sylvain essaie aussi de colmater la fuite d'argent à la source. Nathalie Langevin l'aide dans ses démarches. On a fait des démarches auprès des institutions bancaires pour dire, regardez, là, arrêtez d'autoriser ces transferts d'argent-là ou sensibiliser cette dame-là. Là, il y a tout l'argent qu'elle a sorti. Là. Aujourd'hui, on a la preuve hors de tout doute, que c'est destiné à la fraude. Et chez Desjardins, à sa caisse populaire, on m'a répondu, « Monsieur Duguay, la discrétion pour nos membres est très importante chez Desjardins.
On ne peut pas vous répondre à aucune question, mais on va prendre vos commentaires en ligne de compte, mais on ne répond à rien. Desjardins nous a dit qu'elle ne peut pas empêcher ses clients de faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Sylvain fait une découverte dans les documents de sa mère, une note manuscrite avec un nom qui ne lui dit rien, Espoir Kouassi. Retour à l'enquête de la SQ. On se souvient qu'il y a 2 femmes de la région de la Naudière qui ont envoyé des dizaines de milliers de dollars par la poste à cet immeuble de Lévis. Maintenant, la police veut savoir qui reçoit l'argent. Alors, ils envoient un policier qui est habillé comme un facteur porter une enveloppe à l'intérieur de laquelle il y a 200 dollars en comptant. Et sur les billets de banque, la police a mis une poudre invisible. C'est une femme qui ouvre la porte, qui prend l'enveloppe, et 1 heure plus tard, les policiers perquisitionnent le logement. Ils retrouvent l'enveloppe d'argent sur la table de cuisine et un homme de 37 ans, Espoir Kouassi, qui a de la poudre sur les mains, la poudre qui était sur les billets de banque. Ils vont saisir ces appareils électroniques et éventuellement retrouver des messages avec des victimes, des présumés complices. Ils vont retrouver des bordereaux d'expédition de colis et des photos de piles d'argent comptant. À un moment donné, j'ai un appel, Sûreté du Québec, qui me dit Monsieur Duguay, c'est une bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer. La police a aussi trouvé autre chose chez Kouassi. On a fouillé dans le portefeuille de l'individu. On a sorti 3 cartes de crédit au nom de ma mère dans le portefeuille. Pas 1, pas 2, 3 cartes de crédit. Et quand ils ont ramené le matériel informatique au bureau, ils ont découvert les conversations avec ma mère. En analysant le matériel informatique d'Espoir Kouassi et de ses présumés complices, la Sûreté du Québec trouve une 50aine d'autres victimes partout au Québec. Des hommes et des femmes qui, dans certains cas, ont perdu toutes les économies d'une vie. La fraude alléguée s'élève à plus de 2 millions de dollars. C'est en moyenne 50 000 dollars par victime. Avec sa conjointe et un autre complice, Espoir Kouassi est accusé de fraude. Ils attendent tous les 3 leur procès. Donc, pour moi, cette arrestation-là, ça a été une joie, mais immense. Selon l'enquête policière, qui reste à être testée au procès, Kouassi partageait les profits de la fraude avec plusieurs complices en Côte d'Ivoire, dont Francis Tété et Jean-Marcel Élogne. Sur leurs réseaux sociaux, ils semblent mener des vies de stars. Notre collaborateur en Afrique a retrouvé Jean-Marcel Élogne. Élogne a tenté de faire croire qu'il était dans le commerce de voitures avec Espoir Kouassi. Mais l'enquête policière le relie à au moins une dizaine de victimes québécoises, dont une dame de 84 ans à qui il aurait conseillé de tuer son mari pour recevoir l'assurance vie. Aucun des présumés complices de Kouassi en Côte d'Ivoire n'a été accusé de quoi que ce soit. Pour transférer de l'argent à ses présumés complices en Côte d'Ivoire, Espoir Kouassi aurait recruté une douzaine d'Ontariens et de Québécois d'origine ivoirienne, des gens qui avaient à la fois un compte de banque ici et en Afrique. Vous allez comprendre pourquoi après la pause, parce qu'on est allé confronter un couple qui a participé au stratagème et on n'a pas du tout eu l'accueil auquel on s'attendait. Et là, je suis tombée des nues. Je dis, mais non! Christelle m'a toujours dit que Espoir fait des affaires et qu'il a des parents aisés. La théorie de l'enquête de la SQ, c'est qu'Espoir Kouassi aurait dirigé un réseau de fraudeurs qui travaillait simultanément ici et en Côte d'Ivoire. Les complices qui auraient conversé avec les victimes seraient en Afrique, tandis qu'ici, Espoir Kouassi aurait fait circuler l'argent. Pour cela, Espoir Kouassi comptait notamment sur un couple de Lévis récemment émigré de Côte d'Ivoire, dont l'homme possède aussi une pharmacie à Abidjan. Nous voulons obtenir leur version des faits. Ils nous ouvrent rapidement et Raïssa Conin et Ete Kofi acceptent de nous parler à la caméra. Nous sommes venus pour avoir une certaine sécurité au niveau familial.
et pour nous-mêmes et pour nos enfants. Son épouse, Raïssa Conin, explique qu'à son arrivée au Québec, elle n'a qu'une seule amie, Christelle Semon, la conjointe d'Espoir Kouassi. Elle m'a dit que son conjoint fait des affaires ici, qu'il est étudiant, mais qu'il a une entreprise qui est déclarée. Elle m'a dit aussi que Espoir était d'une famille très aisée en Côte d'Ivoire. Espoir Kouassi a besoin de transférer de l'argent en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, M. Kofi et Mme Conin ont besoin de rapatrier leurs économies au Canada. Et à partir de 2018, mon épouse et moi, nous avons émis l'idée de nous acheter une maison. Ils doivent transférer et convertir l'équivalent de 40 000 $ canadiens pour une mise de fonds pour leur maison de Lévis. Pour envoyer 40 000 $, c'est un peu difficile et puis ça va coûter énormément de frais quand on passe par les institutions de transfert d'argent. L'offre de Kouassi est donc alléchante et il ne se méfie pas de lui puisqu'il est étudiant en sciences politiques à l'Université Laval. Quand un Ivoirien fait venir son enfant au Canada pour étudier avec un statut d'étudiant, c'est qu'à la base, déjà, les parents, ils sont d'un certain niveau social. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est quand même un élément pour nous aussi qui peut justifier que ce bonhomme-là puisse avoir autant d'argent. Pendant plusieurs mois, M. Kofi accepte près de 40 000 $ venant de Kouassi au Canada. À chaque versement, les complices de Kouassi, dont Francis Tété, se présentent à la pharmacie du Dr Kofi à Abidjan et récupèrent l'équivalent en devise locale. Nous regrettons totalement ce qui s'est passé. Nous avons été embarqués là-dedans dans quelque chose que nous ne savions pas. Honnêtement, j'ai jamais pensé à arnaque. Jamais. Et puis, en septembre 2020, la SQ débarque chez eux. Je descends, il y avait à peu près une dizaine de personnes, des policiers. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et ils me tendent un papier. Je m'excuse. Mes enfants étaient apeurés. Donc, je suis partie à 6 heures et ils m'ont interviewé. Et c'est là-bas j'ai appris que Espoir faisait du broutage. Le broutage, c'est le terme utilisé en Côte d'Ivoire pour décrire les fraudes amoureuses. Raïssa Conin est amenée au poste de police. Et là, je suis tombée des nues. J'ai dit, mais non! Christelle m'a toujours dit que Espoir fait des affaires et qu'il a des parents aisés. Et les policiers m'ont montré les photos des personnes. Il y en a d'autres qui se sont suicidés. Qu'on était comme complices. Je dis, mais non. Espoir Kouassi se serait servi d'au moins 10 personnes, dont Mme Conin, pour faire des transferts d'argent. Aucune d'elles n'a été accusée. Peut-être que j'ai dit quelque chose qui va vous blesser. Mais déjà, nous, on n'est pas Canadiens. On est Noirs. Vous voyez? Donc, nous, on ne peut pas se permettre de venir dans un pays et puis de faire des choses comme ça. On ne peut pas comprendre qu'on puisse se retrouver dans une histoire de broutage. On est victime dans ce dossier-là. M. Kofi veut que ce soit clair, les arnaques amoureuses sont tout aussi socialement inacceptables en Côte d'Ivoire qu'ici. Honnêtement, nous sommes désolés. Je suis profondément touché et je voudrais me joindre à toutes ces familles-là pour m'incliner encore une fois devant tous ceux qui ont été victimes. M. Kofi a renoncé à beaucoup de choses, dont son titre de pharmacien pour s'établir ici. J'ai le voisinage, il faut qu'il soit content d'avoir un voisin ivoirien. Mais maintenant, ce ne serait plus le cas. Je dis attention, mais attends, en plus il est noir, mais il est ivoirien. C'est un brouteur. Comprenez que c'est compliqué pour nous. Et ça ne favorise pas notre insertion. Pour Sylvain, la joie d'apprendre l'arrestation de Kouassi, il y a 1 an, a laissé place à la déception. Depuis
À peu près 1 an, tout était tranquille et les fraudeurs ne communiquaient plus avec elle. Puis là, ben, malheureusement, c'est ça. En mai, ils ont recommuniqué avec elle à 3 reprises. Nous l'accompagnons chez sa mère Gisèle, où la police viendra prendre une nouvelle déposition. Mon plus grand souhait, ce serait que, avec ces preuves-là que ma mère va donner ce matin, là, qu'on soit capable de retracer quelqu'un. Avec l'enquêteur de la SQ, Sylvain va découvrir que sa mère envoie encore de l'argent à son fraudeur. En Côte d'Ivoire, personne n'a été arrêté, même si la SQ leur a transmis leur enquête. La personne qui donne vie au fameux Jean-Pierre court toujours. Les fraudeurs savent qu'ils ont un contrôle sur une personne, puis ils lâcheront pas. Ils lâcheront pas. Fait que ça, c'est assez décourageant. Ouais. Avant de se quitter, nous demandons à Sylvain si sa mère accepterait de nous rencontrer. Il en doute, mais il fera le message. En attendant, à Québec, il y a quelqu'un d'autre que nous devons absolument voir pour ce reportage. Bonjour, Monsieur Kouassi. Bonjour, je m'appelle Marie-Maude Denis. Je suis journaliste à la télévision de Radio-Canada et j'aimerais vous parler du dossier de fraude d'arnaque à l'amour. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Je veux pas. Vous voulez pas discuter? Non. J'ai pris connaissance de différents éléments du dossier de justice. Okay. La question qui me vient, c'est pourquoi vous faisiez ça? Mais moi, laissez-moi votre carte, je vais vous rappeler. OK. Mais ce serait pas possible de discuter un peu? Je vais voir votre carte. Oui, bien sûr. OK. Dans combien de temps? Ben, je peux vous rappeler. Vous venez me voir ou vous voulez un entretien? Oui. Donc, moi, je vais vous rappeler. OK. Mais est-ce que vous avez l'intention de me rappeler tout à l'heure? Ou... Non, mais je vais vous rappeler. OK. Est-ce que ce serait possible de se rencontrer aujourd'hui? Non. OK. Pourquoi pas? Ben, je peux pas. Vous venez me voir, vous voulez un entretien. C'est moi qui vous sollicitez quelque chose, donc moi, je vais vous le rappeler. OK. Mais est-ce que vous avez l'intention de le faire? Je vais vous rappeler. OK. C'est bon? Oui, c'est possible de me rappeler, mais j'aimerais simplement savoir dans quel délai vous comptez le faire. D'accord. C'est beau, merci. Merci. Mettons fin au suspense, il ne nous a jamais rappelé. Par contre, de retour à Montréal, nous avons une surprise. J'ai hâte que cette histoire-là soit finie. Gisèle, la mère de Sylvain, accepte de nous rencontrer. Nous respectons son choix de ne pas montrer son visage. Ah, il est en ligne. Wow. Il est en train de m'écrire. Encore Jean-Pierre. On demande à Gisèle de provoquer une conversation. Oui, allô, chérie, tu m'entends? Oui, je t'entends. OK. Comment tu vas? À coups de chérie et de mon amour, il demande à Gisèle d'ouvrir un compte de banque. Je te demande pas de l'argent. Je veux juste que tu m'ouvres un compte et tu me fais parvenir la carte. Comme ça, quand j'aurai mon argent, je pourrai l'utiliser. Voilà. Et de lui procurer une carte bancaire. Et tu me remets, ils vont te remettre la carte. La carte du guichet. Je t'envoie. Voilà, je t'envoie. Je te donne mon adresse et tu me l'envoies. Je te donne mon adresse et tu m'envoies la carte. Comme tu l'avais fait avec Capital One. OK. Voilà, c'est tout. Ben, OK. Donne-moi l'adresse. Oui, mais il faudra que tu aies la carte d'abord avant que je t'envoie l'adresse. Gisèle nous assure que cette fois-ci, elle ne le fera pas. T'es-tu vraiment tombée en amour? Ben, mais hein, avec... mais j'étais tout seul. Je venais juste de me séparer d'un homme de 37 ans que je restais avec. Et puis, à force de jaser avec lui, ben, veux pas, mais j'ai tombé vraiment en amour avec lui. J'ai été vraiment, vraiment pris avec lui. C'était comme inclus. J'oubliais même mes amis, j'oubliais même ma famille. Sur les entrefaites, le fraudeur insiste pour qu'elle envoie une photo de la carte bancaire. Fait que là, c'est quoi le nouveau message? Je t'aime vraiment. Je m'excuse pour toutes les erreurs du passé. Ça me fait mal.
de penser que j'ai donné tout ce que j'avais gagné dans ma vie. J'étais longtemps, là, que tous les nuits, je pleurais. J'étais longtemps que je m'haïssais d'avoir fait une chose comme ça. Bien, je me suis haïe longtemps. Gisèle est formelle. C'est la même voix qu'elle entend depuis des années. Qu'est-ce qui t'a volé, à part l'argent? L'estime de moi-même. Puis ma confiance. J'ai perdu ma fierté, si tu veux. Après que tu sais ce que tu as fait, puis que tu as blessé tes enfants là-dedans, c'est beaucoup pour moi. Puis pourquoi t'es pas capable de couper les ponts? On dirait que j'ai besoin encore d'y parler. Je sais pas pourquoi. Pas parce que c'est que je l'aime comme je l'aimais avant, là. C'est comme... C'est pareil comme je suis pas capable de me défaire de lui. Puis Jean-Pierre, c'est celui que t'appelles Jean-Pierre. Oui. Est-ce qu'il existe, Gisèle? Non, pas vraiment. Maintenant, je le sais, là. J'en crois pas ça, mais c'est un gros fléau. C'est un gros fléau au Québec. Et si on se donne juste la peine de regarder dans son entourage, on pourrait rester surpris. Comme beaucoup de proches de victimes d'arnaques à l'amour, Sylvain s'est battu contre un ennemi invisible. Il a été confronté à un système qui ne pouvait pas grand-chose pour aider sa mère. Mais malgré tout, il ne la laissera pas tomber. Parce que c'est ma mère. Puis je pense qu'elle a le droit à cette protection-là. Ouais. Elle a le droit à ce que quelqu'un fasse l'effort d'essayer de la protéger. Je vous mentionne en terminant qu'on a mis des informations complémentaires et des ressources en lien avec notre enquête de cette semaine sur notre page Web. C'est tout pour nous. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête.